Salut, c'est Comptoir Antique de Bourgogne, je m'appelle Emmanuel, je suis expert militaria agréé à la Chambre européenne. Cette chaîne est dédiée au monde du militaria à toute époque, et si c'est ton truc, abonne-toi. Au programme aujourd'hui, on va parler des achats en salle des ventes. Ensuite, je vous parlerai des cascadriants de la Première Guerre mondiale et les arnaques qui sont sur le marché actuel. Et pour finir, je vous présenterai aussi une de mes dernières nouveautés. Alors, il y a pas mal de personnes sur les réseaux qui m'ont demandé quelques conseils pour des achats en salle des ventes, et c'est vrai que depuis que je travaille pour certaines salles des ventes, j'ai eu l'occasion d'expertiser des pièces vraiment très rares, et malheureusement par souci de déontologie, il m'est impossible de les acheter. Je peux pas être juge et partie. Par contre, c'est vraiment quelque chose que je te conseille de suivre, et si tu veux y participer, je vais te donner 2 ou 3 conseils. Déjà, oublie pas que dans ton prix d'achat, tu dois ajouter les frais de vente qui sont de 20 à 30%. Je vais te donner un exemple parfait de ce qu'il faut pas faire quand tu vas en salle des ventes. Donc tu débarques à la salle, tu flashes sur un objet et tu as une autre personne qui flash dessus. Vous battez comme des chiffonniers, tu finis par avoir l'objet et au final, tu récupères ton objet, tu vois plein de choses qui ne vont pas et tu te rends compte que tu as surpayé ton objet. Pour éviter tout ça, je vais te donner quelques conseils. Le premier, c'est d'aller à la visite ou de demander des photos supplémentaires. Avant la vente, il y a toujours la visite à l'étude de la salle des ventes, donc là, c'est le bon moment pour prendre ton temps et regarder tout ce qui t'intéresse. Tu peux généralement manipuler les objets et voir si tout est ok. C'est toujours mieux de les manipuler que de les voir en photo. Après, si tu habites loin, tu peux faire une demande pour avoir des photos supplémentaires, déjà c'est mieux que rien. Ensuite, établis une liste d'objets qui te plaisent. Je vais revenir plus tard sur la liste d'objets. Autre conseil, fais profil bas et donne le moins d'infos aux autres visiteurs sur ce que tu veux et ce qui t'intéresse. Tu verras que quand tu vas t'intéresser à certaines pièces, des autres collectionneurs peuvent venir te parler et pour te soutirer des infos. Par exemple, quel objet t'intéresse, combien tu es prêt à mettre sur tel objet. Si tu croises un autre collectionneur et que tu lui dis le montant que tu es prêt à mettre sur un tel objet, et ben lui, il pourra très bien faire monter l'objet jusqu'à ton prix alors que l'objet ne l'intéresse pas du tout. C'est une technique pour te faire dépenser ton argent et pour affaiblir ton portefeuille sur la durée, car à moins d'être immensément riche, ton budget est normalement limité. Et lui, ça l'arrange, comme ça, il affaiblit la concurrence et tu ne pourras pas monter sur l'objet que lui veut. L'autre conseil, c'est étudie bien ce que tu as vu. Donc entre la visite et la vente, tu reprends ta liste d'objets que tu as remarqué et tu plonges dans ta doc pour vérifier que ton objet est bien conforme. Ensuite, le conseil le plus important pour moi, c'est fais une liste de prix d'achat. Quand tu es embarqué dans la vente, tu as l'effet tunnel, c'est-à-dire que tu ne vois plus que l'objet qui passe en vente, et si quelqu'un surenchérit sur toi, tu es tenté de faire monter jusqu'à ce que ça transforme en duel. Là, c'est l'orgueil ou la fierté qui parle. Et c'est possible que tu t'embarques dans de la surenchère et que tu achètes l'objet bien plus cher que ce que tu auras dépensé à la base. C'est pour ça qu'avant la vente, tu dois établir une liste des prix d'achat, en prenant en compte bien sûr les frais de vente, qui sont entre 20 et 30%. Et quand ton objet monte en prix et qu'il dépasse le prix que tu t'es fixé sur ta liste, bah c'est pas grave, tu passes à autre chose, les occasions, il y en a plein. Pour conclure, je te dirais qu'il faut que tu sois discipliné, que tu respectes ta liste de prix et que tu gardes ton sang-froid. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Les ventes, c'est une question de budget et de chance. Ton budget, il est propre à ton portefeuille que tu t'es fixé. Et la chance, par contre, tu peux la provoquer en repérant les détails que les autres n'ont pas vus. Et pour ça, il faut que tu te forges ta propre connaissance. Maintenant, on va parler des cascadriants de la Première Guerre mondiale. Comment ils se composent, ce qu'il faut regarder avant l'achat et bien entendu les bidouilles. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des cascadriants étrangers. Il faut savoir que les cascadriants ne sont pas rares. Et par contre, ceux qui nous sont parvenus 100 ans après sans avoir été démontés, eux sont rares. Avant un achat, il faut observer et bien décomposer ton casque. Alors, on va décomposer un casque et je vais te dire, pièce par pièce, ce qu'il faut repérer avant ton achat. Déjà, la bombe, qui comporte la visière, la nuquière et le cimier. On trouve l'assemblage soit soudé, soit rifté. Pour l'assemblage soudé sans rivet, nous avons 2 théories qui ne sont pas vérifiées. Soit que ça fait partie du modèle précoce, soit que c'est uniquement sur les modèles faits par la firme Japi en début de guerre. Dans tous les cas, c'est du début de guerre. Pour la peinture, il y a 2 grandes familles, la fameuse bleu horizon et ensuite la couleur moutarde. Et dans ces 2 grandes familles, on a plusieurs nuances. Par exemple, le bleu horizon du début de guerre sera ensuite bleu nuit. Pour la couleur moutarde, elle sera déclinée en couleur sable mat et après-guerre en vert kaki. Pour la couleur extérieure, en cas de doute, on regarde le fond de la bombe intérieure. Ils sont sortis d'usine de la même couleur. Ça peut te donner une indication si ton casque a été repeint ou pas. On peut retrouver des marquages à l'intérieur de la bombe qui sont les marquages de la fabricant et de la taille de la bombe. Si vous avez un encre de marine tamponné, ce n'est pas un casque de la marine ou de la coloniale, comme j'entends souvent, mais juste le marquage du fabricant qui s'appelle Compagnie Coloniale. Ensuite, la coiffe extérieure.
Il existe deux types. Le premier type en un seul morceau de cuir, de couleur marron ou noir, avec 7 dents de loup. Et le deuxième type qui est en plusieurs morceaux cousus et qui a 6 dents de loup. Il faut bien observer que la taille correspond avec la bombe. Si la coiffe se balade, c'est que la coiffe est trop petite, et si elle est pliée dans tous les sens, c'est que la coiffe est trop grande pour la bombe. Dans les deux cas, ça signifie qu'elle n'est pas d'origine. Il est possible que votre casque comporte des gaufrettes métalliques. C'est pas une obligation par contre, si vous en avez, elles doivent être forcément par paire. Il est impossible d'avoir une seule gaufrette ou alors juste 3. Ensuite, observe bien l'attribut frontal. Il y en a 11 réglementaires. Il peut te donner des indices de remontage. Est-il de la même couleur que la bombe? L'ensemble doit être homogène. Après, il est possible que sur le terrain, elle a pu être personnalisée, comme par exemple pour les casques de gendarmerie ou de chasseurs. Regarde sur la bombe s'il n'y a pas une trace d'un ancien attribut. Ce n'est pas possible d'avoir une marque d'un insigne d'artillerie et d'avoir une flamme d'infanterie par-dessus. Bien entendu, il existe aussi des reproductions. Il y a eu une grande mode des attributs en cuivre. Ça a bien sûr jamais existé. Observe si l'insigne a du jeu. S'il a beaucoup de jeu, c'est pas normal. C'est qu'il y a eu un démontage. Et donc, si vous avez un attribut avec une couleur différente et beaucoup de jeux, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est que c'est pas son insigne d'origine. Ensuite, c'est pas toujours facile, mais essaye de voir les pattes intérieures de l'attribut. Regarde si tu vois pas de traces de démontage sur les pattes, comme par exemple les petites traces de pliure. Si une patte est cassée, c'est qu'il y a de grandes chances que ton insigne ait été démonté. Maintenant, je vais vous présenter quelques arnaques et bidouilles. Quand j'ai commencé la collection, un Adrian d'infanterie valait 10 francs. Donc on se posait pas la question si le casque avait été bidouillé ou pas. Par contre, les Adrians qui étaient rares commençaient déjà à faire des prix, et avec le manque de documentation, il était assez difficile de démêler les vrais défauts. Alors que maintenant que les casques Adrian n'ont jamais été aussi chers, il y a une énorme industrie de remontage, de bidouilles et de soi-disant casques de décès. Il y aura toujours des doutes sur certaines pièces, car les seuls exemplaires connus sont en collection ou on n'en trouve aucun exemplaire dans les musées. On n'a pas de photos d'époque, il n'y a aucune mention dans les archives. On va commencer par le grand classique qui est l'Adrian à visière coupée. Alors, il est soi-disant vendu comme le casque pour équipage de chars FT-17. Quand vous avez un bourrelet qui remplace la visière, ok. Mais juste enlever la visière ou la couper, ça prouve rien du tout. Surtout qu'aucune photo nous est parvenue pour nous le montrer. Donc, pour l'instant, ça reste un mythe de collectionneur ou plutôt un mythe de faussaire. Ensuite, on a les casques Adrian camouflés bariolés. Et bien ça n'existe tout simplement pas. Je rappelle que le bleu horizon est déjà un camouflage. De plus, je rappelle aussi qu'il y avait des couvre-casques pour camoufler. On rencontre aussi les casques d'aumônier avec une croix rapportée sur l'attribut. Les seules photos d'époque d'aumônier qui nous sont parvenues montrent que l'attribut était enlevé et remplacé par la croix et non soudé dessus, donc méfiance. On rencontre aussi les casques Adrian blancs avec une croix rouge. Ils sont souvent vendus comme infirmiers ou brancardiers, alors qu'en réalité, ils ont été utilisés jusque dans les années 40 par la protection civile, donc on est loin des tranchées de Verdun. J'en ai même vu sans insigne vendus comme camouflés hiver. Ensuite, une des plus belles arnaques, c'est les casques impactés. Il y a une période où les prix étaient juste fous. Des fois, le casque impacté se vendait plus cher que le même en bon état. C'est totalement incohérent et malheureusement, avec la hausse des prix, ça a poussé les faussaires à faire des impacts sur des bonnes pièces. Je rappelle qu'il n'y a rien de plus simple à faire que de tirer sur un casque ou alors de lui donner un coup de sabre. Après, il est impossible de vérifier l'époque des impacts. À titre de conseil, je vous déconseille de surpayer un casque impacté. Ça sert à rien du tout et en plus, ça fait que renforcer le jeu des faussaires. Maintenant, je vais vous présenter ma dernière nouveauté. Alors ma dernière nouveauté, et c'est aussi mon coup de cœur en fait, donc c'est la dague Kriegsmarine pour officier, Seconde Guerre mondiale. Alors pour des raisons évidentes, j'ai dû cacher la croix. Alors on voit que sa dragonne, elle est nouée, c'est son nœud d'origine, ça n'a pas été démonté. Ensuite, on voit qu'il y a eu une petite cassure sur les passants de Bélière. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que alors ça n'a pas été refait et le propriétaire, il a juste recousu les passants dessus là. Et c'est vraiment d'origine quoi. Et le petit plus, c'est que dessus, il y a une breloque prussienne. Donc alors c'est marqué Preußischer Landes, enfin Land, Kriegerverband. Bon alors j'ai pas fait allemand première langue, hein, donc vous m'excuserez. C'était en deuxième langue que j'ai fait. Et on a la petite breloque avec 25 ans de service au service de la Prusse, quoi. Et l'autre petit avantage aussi, c'est que, hop, donc là on a bien sûr la lame qui est gravée à l'encre et au dauphin. Je sais pas si on va bien voir. On a le fabricant et on a le nom du propriétaire sur le ricasso. Voilà, c'est ça qui m'a fait flasher. Et ben j'espère que ça vous aura plu. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner pour être au courant de ma prochaine vidéo. Si tu as des sujets que tu aimerais être traités, n'hésite pas à me le dire en commentaire.
Et n'oublie pas de me suivre sur Instagram, Facebook. Et si tu veux voir du beau militaria, n'oublie pas d'aller sur mon site www.compteurantiquedebourgogne.com.